Hello, hello, bonjour à tous. Alors, un grand remerciement aux contributeurs qui ont laissé un petit pourboire sur Tipeee. Je les en remercie, ça me permettra d'améliorer la qualité de ce que je vous livre. Alors, au menu aujourd'hui, les modes de remplissage. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle une règle impérative. Il faut absolument que votre élément soit fermé pour pouvoir le remplir. Je vous en avais parlé dans le tuto numéro 2. Si l'élément n'est pas fermé, vous risquez d'avoir un problème. Et si vous continuez, vous voyez que votre élément n'est absolument pas pris en considération, donc il ne sera pas gravé. Comme je vous en avais parlé, une solution pour résoudre ça, un petit segment pour rejoindre les deux extrémités. Mais attention, comme je vous disais, ça ne suffit pas. Si nous sélectionnons la forme, vous voyez qu'elle est composée de deux objets. Il faut obligatoirement les joindre, donc je passe en édition de nœud, raccourci clavier, option J sous Mac, Alt J sur Windows, et vous voyez maintenant il n'y a plus qu'un seul objet. La forme étant fermée, plus rien ne s'oppose à ce que le remplissage se fasse. Ceci étant dit, attaquons le menu du jour. Je ne vous ferai pas l'affront de reprendre les 5 champs communs à tous les modes. Je vous en ai parlé longuement dans la vidéo précédente. Vous connaissez le chemin, deuxième porte à droite. Allez hop, on y va. Alors, double-clic sur la ligne de calque. Le remplissage bidirectionnel. Alors, pour les modes de remplissage, sur votre panneau, vous avez une petite représentation de la façon dont votre laser va travailler. En mode bidirectionnel, vous voyez que la trajectoire est optimisée. Il grave dans les deux sens de sa progression, aussi bien en aller qu'en retour. Tandis que si vous décochez l'option, vous voyez qu'il grave sur son trajet aller, éteint le laser, se déplace vers le début de la ligne suivante, et ainsi de suite. Cela peut être utile en cas de surbrûlure, mais je vous avouerai que je n'ai pas encore rencontré le cas où cette fonction m'était utile. Si nous regardons de plus près, en bidirectionnel, je désactive la sortie des outres, un petit zoom, j'active la visualisation des déplacements du laser. Vous remarquerez qu'il grave bien en aller et en retour. Jetez un petit œil sur le temps qu'il mettra pour remplir cette forme. 16 minutes 10 secondes. Alors si je désactive la bidirection, même exercice, petit zoom, voilà. Vous voyez qu'il grave que dans une direction et revient vide à chaque fois. Remarquez le temps, 32 minutes 15, c'est-à-dire 16 minutes qu'il aura travaillé à vide, sans rien faire. Et se déplacer, bien sûr. J'y vois donc deux désavantages. Non seulement le temps perdu, mais également l'usure des moteurs plus rapide. Notre réglage suivant, la hachure. Si vous le sélectionnez, donc il fera son remplissage normal et reprendra le même remplissage, mais cette fois avec un angle de 90 degrés. Ce qui équivaut bien sûr à un deuxième passage, spécialement pour cet élément. Vient ensuite le surbalayage. Comme je vous expliquais dans l'épisode précédent, votre laser a besoin d'une certaine distance pour atteindre sa vitesse de croisière, comme il a besoin aussi d'une certaine distance pour s'arrêter. Durant ces deux périodes d'accélération et de décélération, la vitesse n'étant pas de croisière, votre laser reste plus longtemps au même endroit, donc vous risquez d'avoir une surbrûlure. Je ne suis pas sûr que ce soit le terme exact, mais bon, nous ferons avec. Pour pallier à ça, donc le surbalayage étend le mouvement de votre laser
pour lui permettre donc en entrée de monter en vitesse et d'atteindre sa vitesse de croisière pour commencer à graver sur votre pièce. Et de même, à la fin de course, il prolonge son mouvement pour décélérer. Voyons ça en pratique. J'augmente le pourcentage pour vous permettre de mieux visualiser. La partie rose représentant les mouvements de votre laser. Je vous rappelle, si vous cliquez ici, vous le désactivez. Le fait d'activer le surbalayage a bien modifié les trajets de votre laser en lui rajoutant une certaine distance en début comme en fin de course pour lui permettre son accélération et ainsi que sa décélération. L'intervalle entre les lignes. Alors les deux champs suivants sont liés. Vous l'aurez compris, si vous modifiez le nombre de lignes, vous diminuez l'espacement entre deux lignes, c'est-à-dire deux passages de votre laser. Ces deux champs étant liés, si vous en modifiez un, l'autre sera adapté automatiquement. L'intervalle étant l'espacement entre deux passages de votre laser, le nombre de lignes étant le nombre de passages que votre laser effectuera sur une hauteur de 1 pouce. Mais ça, vous l'aurez certainement compris. Par défaut, Lightburn se base sur le fait que nos lasers ont un faisceau d'un dixième de millimètre, qui correspond, comme vous voyez sur le tableau, à une définition de 254 lignes par pouce. Mais tout ça n'est que théorique, puisque tellement d'éléments entrent en ligne de compte, comme le type de laser en votre possession, le réglage de votre focus, la matière de votre pièce, sa couleur, sa dureté, sa combustibilité. On peut faire le parallèle avec un stylo à encre. Si vous tracez une ligne sur papier glacé ou sur un buvard, la largeur du trait sera différente. C'est la même chose ici. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des tests et encore des tests et toujours des tests. Ce qui nous amène à l'angle de balayage. Il vous permet, comme vous pouvez le voir, en modifiant son angle, de modifier la façon dont le laser remplira votre forme. À utiliser avec parcimonie, juste pour ajouter un style à votre gravure. D'autre part, pour les utilisateurs de DSP, ça ne fonctionne pas très bien. Et de plus, les moteurs vous en remercieront. Tous les autres points ont été vus dans l'épisode précédent. Je vous renvoie le petit lien là au-dessus. Passons maintenant aux paramètres avancés. Alors, le réglage de la rampe étant une dégressivité de la puissance de votre laser en fin de course, ce qui permet par exemple de consolider des détails très fragiles, comme par exemple lors de la création de tampons. Et enfin, le pot de peinture. Alors, le pot de peinture vous permet de remplir des grands espaces vides, par exemple pour remplir un grand carré. Lors de conception complexe, son déplacement peut paraître assez étrange, car il essaye d'éliminer les déplacements dans les espaces vides. Utilisez-le avec parcimonie, car il peut oublier des espaces si la machine n'est pas bien réglée. Et utilisez la prévisualisation pour vérifier ses trajectoires. Ce qui complète notre mode de remplissage. Voyons maintenant ces deux déclinaisons. Alors la première, le remplissage plus ligne. Comme vous pouvez voir, nous avons exactement les mêmes paramètres de remplissage que nous venons de voir, aussi bien en commun qu'en avancé. La seule différence, c'est que nous avons les paramètres ligne, donc exactement les mêmes que ce que nous avons vu en mode ligne. Ce qui vous permet, si vous le désirez, de même aller jusqu'à découper votre pièce après le remplissage. Et le dernier mode de remplissage, le remplissage décalé. Alors, petit correctif
par rapport à la vidéo précédente, je vous disais qu'il remplissait de la périphérie vers le centre. Ce n'est pas exact. Il part du centre pour compléter jusqu'à la périphérie. Le bidirectionnel et la hachure ne sont pas possibles dans ce mode. Les autres paramètres sont identiques à ce que nous venons de voir. Nous avons fait le tour du mode remplissage. Le prochain épisode sera consacré à un gros morceau, les images. Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. Alors, n'hésitez pas à partager et comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement et vous verrez les suivants.